Bonsoir Frédéric Farah, nous sommes heureux de vous revoir parmi nous. Nous vous avons demandé de parler d'un sujet qui est au cœur de l'actualité, l'Union européenne face à la fin du monde ouvert. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans l'Union européenne, à Bruxelles, à Francfort, par rapport à tous les bouleversements que nous sommes en train d'observer, bouleversements aussi bien économiques que géopolitiques. Exactement. Alors, vous qui lisez de très très près et de façon toujours héroïque, n'est-ce pas, Oui, des documents complètement abscons, et qui donc être capable d'interpréter la pensée profonde de la technocratie bruxelloise, dites-nous ce qui va se passer. eh bien écoutez, tout d'abord, mille merci. Et oui, j'ai cette méchante habitude de lire cette littérature étrange, bizarre, etc. Et comme je sais que vous aimez que je m'y plonge, eh bien, on va commencer par là. Parce que... Et alors, on va faire un petit voyage dans le temps pour voir que ce petit voyage va nous être utile pour comprendre ce qui se passe entre Bruxelles, Francfort et ailleurs. Et donc, je vous embarque le 15 décembre 2001. Donc, il y a plus de 24 ans. Et le 15 décembre 2001, en vous citant un extrait de la déclaration du sommet de Laeken sur l'avenir de l'Union européenne. Donc, je cite. Alors, vous voyez, je me plonge. Alors, voilà ce qui nous est dit, que l'Europe est confrontée à un double défi. Et maintenant, c'est la citation qui arrive. Et je trouve que par rapport à ce qui se passe géopolitiquement, économiquement, c'était très intéressant. Et d'ailleurs, oui, à chaque sommet européen, je lis les déclarations. Donc, partons du texte. Donc, l'Europe est confrontée à un double défi. L'un en son sein, l'autre en dehors de ses frontières. Donc tout ce que je vais lire là, c'est la déclaration qu'on peut retrouver sur le site viepublique.fr, ou si on veut y retourner, on le retrouve, ou sur le site la Commission, entre autres. Donc, voilà. À l'intérieur de l'Union, donc nous sommes le 15 décembre 2001, je tiens à préciser. À l'intérieur de l'Union, il faut rapprocher les institutions européennes du citoyen. Oh. Certes, les citoyens se rallient aux grands objectifs de l'Union, mais ils ne voient pas toujours le lien entre ces objectifs et l'action quotidienne de l'Union. Ils demandent aux institutions européennes moins de lourdeur et de rigidité et surtout plus d'efficacité et de transparence. Beaucoup trouvent aussi, écoutez bien, que l'Union doit s'occuper davantage de leurs préoccupations concrètes plutôt que s'immiscer jusque dans les détails des affaires qu'il vaudrait mieux, compte tenu de leur nature, confier aux élus des États membres et des régions. Certains ressentent même cette attitude comme une menace pour leur identité. Nous sommes donc le 15 décembre 2001. Et maintenant, c'est le défi externe, donc toujours la citation. Hors de ses frontières, l'Union européenne est également confrontée à un environnement en mutation rapide mondialisée. Après la chute du mur de Berlin, on a cru un moment pouvoir vivre longtemps dans un ordre mondial stable, sans conflit. Nous sommes toujours le 15 décembre 2001. Les droits de l'homme en constitueraient le fondement. Mais quelques années plus tard, cette certitude a disparu. Le 11 septembre nous a brutalement ouvert les yeux. Les forces contraires n'ont pas disparu. Le fanatisme religieux, le nationalisme ethnique, le racisme et le terrorisme s'intensifient et continuent d'être alimentés par les conflits régionaux, la pauvreté et le sous-développement. Quel est le rôle de l'Europe dans ce monde transformé? Et la fin est savoureuse. Maintenant,
qu'elle est enfin unie. L'Europe ne doit-elle pas jouer un rôle de premier plan dans un nouvel ordre planétaire? 15 décembre 2001. Celui d'une puissance qui est à même de jouer un rôle stabilisateur au plan mondial et d'être un repère pour un grand nombre de pays et de peuples. L'Europe, continent des valeurs humanistes, de la Magna Carta, du Bill of Rights, de la Révolution française, de la chute du mur de Berlin, le continent de la liberté, de la solidarité, de la diversité, surtout ce qui implique le respect de la langue, des traditions et de la culture d'autrui. La seule frontière que trace l'Union européenne est celle de la démocratie et des droits de l'homme. Fin de la citation. Bien, je voulais partir par là, c'était il y a donc un quart de siècle ou près. Donc je voulais partir par là simplement parce que j'ai entendu, avant qu'on se plonge à Francfort et à Bruxelles, dans tout un discours, l'Europe enfin ouvre les yeux, le monde change, l'Europe enfin sort de sa naïveté. Mais je ne comprends pas, ils avaient dit ça en décembre 2001. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que j'ai cette passion d'aller au texte, même si ce n'est pas une littérature passionnante, parce que avant d'aller vers les commentateurs, allons voir qu'est-ce que disent les institutions elles-mêmes. C'est-à-dire, partons de là. Donc cette question posée il y a 24 ans permet de dire que malgré toute l'incurie que l'on peut reprocher aux dirigeants européens, qu'ils savaient que les lendemains heureux, entre guillemets, de la fin de la guerre froide étaient déjà derrière eux. Et ils nous avaient informé que l'événement majeur du 11 septembre leur avait enfin ouvert les yeux. Donc, on ne peut pas dire que l'on ignorait que le monde basculait vers autre chose qui n'était ni la paix, ni la coopération. Donc, on ne peut pas dire qu'on le découvre aujourd'hui. Il faut croire que les dirigeants européens, à Laeken en 2001, semblaient le savoir. Cette question autorise, après 24 ans, à effectuer un bilan de plus de 2 décennies, et je vais m'appuyer sur la double interrogation posée en interne et surtout en externe dans cette déclaration, pour savoir ce qu'il y en a aujourd'hui et qu'est-ce qu'en disent 24 ans après les institutions européennes. Donc, quelles étaient ces questions? Je le rappelle, l'Union européenne a-t-elle joué un rôle de premier plan, c'est-à-dire de stabilisateur de l'ordre mondial et d'être un repère pour de nombreux peuples, puisque cela était le programme. Donc, si les mots ont un sens, si les mots n'ont pas un sens, alors on peut tout dire, table, chaise, armoire, et tout ira bien. Aujourd'hui, sur la scène mondiale, donne-t-elle raison d'espérer à ceux qui vivent ou qui subissent des conflits? On pourrait regarder du côté de Gaza, de l'Ukraine, de la Russie, et ainsi de suite. Donc, est-ce que l'Europe, par rapport à tous ces conflits que je ne vais pas ici citer, eh bien, est ce stabilisateur de l'ordre mondial qu'elle voulait être? Est-ce qu'elle est un repère? Est-ce qu'aujourd'hui, les peuples qui souffrent, les peuples qui connaissent la guerre ou la violence, est-ce qu'ils se disent que c'est du côté de l'Union européenne qu'il faut se tourner pour trouver une raison d'espérer? Ou au contraire, faut-il suivre ce que disaient les Américains, l'Europe, donnez-nous un numéro de téléphone, ou plus méchamment plus tard, s'il y a un numéro de téléphone, mais il est toujours occupé. Donc, faut-il voir de ce côté-là? L'Union européenne, avant qu'on se plonge, mon cher Bertrand, et vous tous et vous toutes, dans qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, parce que je vous ai amené, parce que je sais que vous aimez ça, des morceaux de choix, des rapports européens. Mais laissez-moi jouer un peu avec le suspense, si vous voulez bien. Mais ça arrive. J'ai des mots d'enfer à vous proposer, vous allez voir, c'est un vrai délice, car je me suis payé le livre vert sur l'Union des marchés capitaux, le livre blanc sur la défense européenne, la boussole de compétitivité, le rapport l'État, le rapport Draghi, et la liste est longue. Donc, mais c'est juste pour vous préparer, et ça arrive, ne soyez pas déçus. Parce que chaque fois qu'il y en a qui sort, je le lis. Donc, voilà, ça au moins c'est réglé. Même, pour vous dire, je pousse le vice, que sur mon téléphone, sur le fameux réseau social WhatsApp, je me suis mis sur la liste de la BCE, de la Commission, du Parlement, et je reçois leurs notifications tous les jours. Donc, c'est pour vous dire que j'essaye de suivre ça au plus près. Donc, je me suis fait la liste de toutes les institutions européennes, et tous les jours sur WhatsApp, je reçois ça. Donc,
des informations de la BCE, des petites vidéos, des trucs, etc. Donc comme ça, au moins, ça me permet de rien louper. Donc, mais ça, c'est pour après. Quelques petits mots pour introduire tout ça. Donc, l'Union européenne, on l'a remarqué, va de crise en crise. Ce qui semble être le constat que nous pouvons faire pour commencer. Crise des dettes souveraines, vous vous rappelez, il y a quelques années, largement payée par les populations, en raison de l'austérité mise en œuvre. La crise liée au Brexit, qui a marqué un coup d'arrêt à la mythologie européenne, qui voulait qu'on ne peut pas revenir en arrière, et qu'on ne pouvait pas en sortir. On en est sorti. La crise du Covid ou de la Covid, comme on voudra. La crise énergétique accompagnée d'une crise géopolitique de ferme ampleur. Et, on pourrait dire, paradoxalement, l'Union européenne est encore là. Désarticulée, errante, incertaine, mais là, et tente à chaque fois d'inventer des rustines qui prennent la forme de plans à l'architecture fantaisiste, Next Generation UE, des rapports ronflants permettant à des anciens politiques d'exister à nouveau, comme Enrico Letta, qui, n'ayant pas laissé un souvenir impérissable dans la vie politique italienne, a trouvé de quoi se trouver une nouvelle orientation en Europe, des mutualisations plus ou moins réussies de dettes. Donc, les Cassandres seraient prises en défaut. Nous pourrions dire, pour céder au vocabulaire de l'époque si présent, que l'Union européenne est résiliente. Ah, la résilience. Mieux qu'elle parle d'une seule voix face aux États-Unis de Donald Trump. Pour ma part, je crois en l'espèce, mais je le développerai peut-être dans la discussion, que ce qui l'emporte, c'est ce que j'appelle le théorème de Romain-Gary. Romain-Gary, dans un très beau roman d'amour, qui s'appelle Clair de femme, a cette phrase, et il dit « C'est fou les millions de kilomètres que peut encore faire un pneu crevé ». Donc, eh bien, je crois donc qu'ici, Romain-Gary vient brillamment illustrer la situation. Donc, remercions Romain-Gary pour cette formule « C'est fou les millions de kilomètres que peut encore faire un pneu crevé ». Donc, j'applique ce théorème, que j'appelle le théorème de Romain-Gary, à ce qui se passe en Europe. Donc, c'est la victoire de Romain-Gary sur la résilience de Boris Cyrulnik. Bien. Donc, l'Union européenne déçoit, agace, elle est souvent contournée, mais elle demeure, faute d'alternatives pensées et surtout crédibles, par la diabolisation, par exemple, du Brexit, qui est, j'espère que vous l'avez remarqué, devenu dans la construction européenne ce qu'est en politique économique la relance de Pierre Mauroy, c'est-à-dire le plus jamais ça. Donc, il y avait le plus jamais ça de politique économique de Pierre Mauroy, il ne faut plus jamais faire une relance pareille, la France enfin a compris la contrainte extérieure, et maintenant, avec le Brexit, plus jamais ça. Donc, Mauroy, Grande-Bretagne, même combat. Bien. Aujourd'hui, nous sommes définitivement sortis de cette phase de 2015. Souvenez-vous, on parlait, on discutait tous ensemble d'une sortie peut-être de l'euro, des noms qui venaient jusqu'à nous, Tsipras, Varoufakis, tombés dans l'oubli depuis, certains parlaient de Frexit, d'Italexit, et finalement, les partis d'extrême droite ont rejoint l'arc républicain, dit-on, mais pour une seule raison, parce qu'ils ont décidé de s'accommoder parfaitement des règles européennes, aussi bien l'euro que l'Europe de manière générale. L'Union européenne, avec l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, et la montée de l'extrême droite sur le continent, la multiplication des crises économiques, affronte la fin d'un monde, ce fameux monde ouvert. Donc on assiste à la clôture d'une époque. Et la voilà encore face à de nouvelles difficultés, de nouveaux périls. La période est, pour dire cela clairement, lui est défavorable. Elle est à la fois victime de ce qui arrive, et elle est en même temps la proie de ce monde. Comme l'indiquait le politiste libanais Hassan Salamé, le monde oscille entre deux tentatives, deux propositions, celle des efforts de la sécurité collective et de l'autre, la dérégulation de la force. Dans un très beau livre d'ailleurs, La tentation de Mars, qui, Hassan Salamé était prof de relations internationales et qui est aujourd'hui ministre de la Culture dans l'actuel gouvernement au Liban. Donc, qu'est-ce qu'il y avait comme sécurité collective? La construction de l'ONU, par exemple, et l'Union européenne à sa façon. Et face à ça, la dérégulation de la force, on le voit dans le conflit russo-ukrainien, on le voit dans le cadre de la politique israélienne, et on pourrait le voir ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, c'est dans ses fondements mêmes qu'elle est atteinte, l'Union européenne. Elle se voulait avant tout une puissance commerciale qui avait délégué sa défense aux États-Unis. Elle est vieillissante. L'une des crises dont on parle si peu en Union européenne, c'est la crise démographique. Évidemment, c'est un monde vieillissant. On ne fait plus d'enfants en Europe. Et évidemment, elle ne souhaite pas la guerre, ce qui est normal, puisque nous le savons, le désastre démographique européen est très inquiétant.
Et elle est en train d'assister à la mort définitive, si je puis dire, de 3 illusions qu'elle a nourries dans les années 90. Et c'est à partir de là que je vais commencer à discuter qu'est-ce que va dire l'Europe. C'était quoi ces 3 illusions qui meurent, qui étaient déjà moribondes, mais là, ça y est, c'est le dernier clou dans le cercueil. Première illusion, celle de la mondialisation heureuse. C'est-à-dire que la mondialisation serait heureuse, profitable à tous, et elle prendrait la forme que l'Europe aurait voulu promouvoir. La régulation par le droit, l'importance de l'économie, donc la mondialisation heureuse. Vous vous souvenez, il y avait un essayiste à la mode qui avait écrit un livre à ce sujet, on ne le nommera pas, tout le monde le sait, mais lui aussi, comme l'Union européenne, semble être inoxydable et parti pour des millions de kilomètres encore. Bien. C'est terrifiant parce que c'est les pires qui partent en dernier. Bon, pardon. Alors, ensuite, il y a évidemment, oui, parce qu'on va encore l'entendre nous expliquer que la mondialisation est heureuse. Vous pensez tous à ce cher Alain. Bien. Jacques Attali, beaucoup de gens comme ça qui sont extraordinaires. La deuxième illusion, c'était l'illusion de la fin de l'histoire. L'histoire allait s'achever, les guerres allaient être derrière nous, on allait se réconcilier autour du marché et des droits de l'homme. Et la dernière illusion, c'était l'illusion du parapluie américain, c'est-à-dire que la sécurité allait appartenir aux États-Unis à tout jamais et que l'Europe pouvait profiter des dividendes de la fin de la guerre froide. Donc, 3 illusions qui disparaissent violemment dans le contexte actuel. Alors, allons voir cette illusion, illusion de la fin de l'histoire, illusion du parapluie américain, et voyons à ce moment-là, qu'est-ce que l'Europe va répondre à ça, et on va arriver à nos rapports que nous aimons tant. Donc tout d'abord, n'oubliez jamais que, et vous le savez tous ici, qu'elle n'a jamais pu se penser comme une puissance stratégique, l'Europe. C'est toute l'ambiguïté du départ, c'est que c'est un projet politique, mais qui a pourtant été vécu et organisé dans la méfiance du politique. C'est ça qui est étrange. Ça se voulait politique, mais en fait, tout a été fait pour cadenasser le politique. C'est ça qui est très particulier comme projet. C'est-à-dire, il faut que ça soit politique, mais attention, le politique, c'est une horreur. La dernière fois qu'elle avait essayé d'imaginer quelque chose comme un rapprochement en termes de défense, c'était la CED, dont le destin est connu par tout le monde ici. Donc la paix sur le continent a été moins une paix européenne qu'une Pax Americana pendant la guerre froide et l'après-guerre froide. Donc, n'oublions pas aussi qu'un des moments du réveil européen, mais sur lequel on ne s'est pas attardé, dans les années 90, pour refaire un petit peu de chronologie, on peut dire qu'il y a eu 2 après-guerre froide. Il y a un premier après-guerre froide qui est celui évidemment de l'invasion, enfin la chute du mur, avec ses conséquences, fin de l'URSS, la réunification allemande, et qui va se terminer en février 91 avec la fin de la première guerre du Golfe. Et en juillet 91, il va se passer dans l'année 91 quelque chose qui aurait dû interpeller les Européens, mais sur lequel ils vont être totalement désorganisés, confus, et pour le moins qu'on puisse dire, c'est l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, qui aurait dû marquer aux Européens qu'il y a quelque chose qui se passe, mais l'obsession des Européens dans les années 90, c'était de fabriquer l'euro. Donc ils ont laissé les Américains essayer d'intervenir dans cette affaire en donnant ces accords de Dayton en 95, sur lesquels je n'ai pas le temps de revenir. Donc aujourd'hui, l'Union européenne doit réfléchir à sa défense, parce que la présidence agressive du président Donald Trump rend le parapluie américain encore un peu moins protecteur. Le président américain dit que l'Union européenne a été créée pour mettre des bâtons dans les roues des Américains. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec son interprétation. L'Union européenne est plutôt l'enfant de la guerre froide, et n'oublions pas qu'un de ses moteurs essentiels a été la lutte contre le communisme. Bon. Alors maintenant, l'Union européenne a décidé de mettre en place une réponse à cette situation où Trump explique que les États-Unis ne vont plus assurer la sécurité. Et c'est le livre blanc. Le livre blanc sur la défense. Livre blanc qui arrive là cette année, et j'en lis un extrait, parce que j'ai lu le livre blanc. Le moment est venu pour l'Europe de se réarmer, pour développer les capacités et la préparation militaire nécessaires, pour dissuader de manière crédible une agression armée et assurer notre propre avenir. Une augmentation massive des dépenses de défense européenne est nécessaire. Cela doit être coordonné et dirigé plus efficacement que jamais entre les États membres, en tenant compte de nos forces collectives et en s'attaquant aux faiblesses
qui découle d'une action non coordonnée. Nous avons besoin d'une base industrielle de défense plus forte et plus résiliente. Nous avons besoin, évidemment, résilient, ça va pas. Résilient à tout, quoi. On rate une recette de pâtes, on espère être résilient après. Donc nous avons besoin d'un écosystème d'innovation technologique pour que nos industries de défense puissent suivre le rythme des changements dans le caractère de la guerre. Nous devons en tirer les leçons et extrapoler un éventuel conflit à grande échelle dans un avenir proche. Nous avons besoin d'un approvisionnement plus rapide et plus efficace. Nous devons trouver de nouvelles façons de travailler avec des alliés et des partenaires qui partagent les mêmes objectifs. Il y en a plein comme ça dans le texte, je tiens à le dire. Alors, ce qui est intéressant, ce n'est pas simplement d'en faire la lecture. Je me suis permis de faire une petite traduction personnelle, puisque tous ces documents-là ne sont qu'en anglais, je tiens à le dire, puisque on sait que la Grande-Bretagne est un pays phare de l'Union européenne, donc il est normal que sa langue soit évidemment préservée pour qu'il ne se sente pas trop isolé. Mais quand on lit ça, il ne faut pas juste le lire comme ça. Parce que il faut lire entre les lignes. Et il y a un mot-clé. Parce que ça m'amuse, hein, je lis toujours avec un stabilo, j'essaie de comprendre. Cela doit être coordonné et dirigé plus efficacement que jamais entre les États membres. Cette phrase, qui a l'air d'être de la langue de bois bruxelloise, doit nous interpeller. Pourquoi? Ça nous pose la question, mais la compétence en matière de défense, de qui relève-t-elle, dans le fond? Est-ce que, dans le triangle institutionnel européen, est-ce le Parlement? Est-ce la Commission? Est-ce le Conseil? Qui fait ça? Parce que la coordination comme ça, c'est vague. Alors, ça implique une autre question. C'est-à-dire les formes que peut prendre l'Union européenne. Alors, soit l'Union européenne va étant, si elle ne peut pas être politique, qu'une zone de libre-échange, soit l'Europe revient à la logique de l'État-nation sous une autre forme de coopération, soit l'Europe tend vers un certain fédéralisme furtif, discret, honteux ou déclaré. Parce qu'on ne peut pas juste dire « cela doit être coordonné et dirigé efficacement » entre les États membres, sachant que personne ne fait le même effort en matière de défense, personne ne peut le faire de la même manière, et que militairement, peu importe ce qu'elles sont devenues, on pourrait dire en termes de poids, bon, si on enlève les Anglais qui sont plus là, peu importe l'état dans lequel ça se trouve, il y a nous, il y a un peu les Italiens, les Allemands, même si on peut discuter sur l'opérationnalité de ces armes, etc., mais sans vouloir faire offense aux Portugais, aux Belges, aux Néerlandais, bon, non plus des armées très conséquentes, hein, ou aux Estoniens. Je ne vais pas qu'on sente dans ma voix une discrimination à l'égard de qui que ce soit, bien sûr. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, qui doit être... Alors, est-ce qu'on doit faire cette espèce de fédéralisme furtif de la première commission von der Leyen? C'est-à-dire, soudain, on a décidé qu'en matière de santé, on fait un achat commun de vaccins. Comme ça. Mais qui l'a décidé? Comment ça s'est organisé? Sur quelle base légale, juridique? On achète tous des vaccins communs. Est-ce que, comment dire, comme on a vu dans la crise géopolitique, on essaie de mettre en commun du gaz, du pétrole? Donc, est-ce que, finalement, c'est une nouvelle attribution de la Commission sans qu'on le sache? Et quelle est la légitimité pour elle de le faire? Parce que là, regardez le changement. Premier discours de Mme von der Leyen, première commission, on doit faire le Green Deal. Deuxième version, on se réarme. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport au Green Deal? Donc, le Green Deal passe après. Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Est-ce qu'il y a une accumulation des priorités en espérant, etc. Sachant que ce que l'on a mis en œuvre dans la première commission, c'est-à-dire dans le cadre du Covid, cette espèce de plan de relance, un, on ne veut pas en refaire un autre. Deux, les Allemands ont expliqué qu'ils allaient faire leur relance de leur côté. Et trois, je rappelle
que pour que les États n'aient pas à rembourser cette affaire, il faut que la Commission lève des ressources propres dont on ne connaît pas encore la réelle nature. Ce qui veut dire que le premier plan pourrait nous retomber dessus. Je continue un peu ce papier. Ensuite, nous avons besoin d'un écosystème d'innovation pour que nos industries de défense puissent suivre le rythme de changement dans les caractères de la guerre. Le rythme de changement. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de guerre telle qu'on a pu l'entendre? Est-ce que c'est des guerres hybrides? De quoi il s'agit? Et puis on nous dit que on a besoin d'un écosystème. Comment, par exemple, cet écosystème d'innovation technologique va se faire? Visiblement, il y a un nouveau commissaire qui s'occuperait de la défense. Il y aura quelque chose dans cette commission qui s'occuperait de la défense. Mais comment on articule ça avec nos règles de concurrence? Est-ce que ça consent à faire comme ce qui s'est passé dans les années 90 dans l'industrie de défense américaine? Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90 dans l'industrie de défense américaine? Ils ont fusionné. Ils ont fait des morceaux énormes. Et il y a eu un rapprochement et on a fait des géants économiques américains. C'était la grande époque des fusions-acquisitions et toute l'industrie de la défense a été complètement réorganisée avec plein d'industries qui sont fusionnées. Est-ce que ça veut dire la même chose? Sachant que, par exemple, si vous prenez le cas italien, quasiment 100% de l'approvisionnement militaire italien est américain. Donc alors qu'est-ce que ça veut dire? On dit aux Italiens, bon ça suffit, hein, c'est une bande de rigolos. Le même Enrico Letta dit en commentaire de cette affaire: c'est l'industrie européenne de la défense. On ne peut pas continuer comme ça. 80% des équipements matériels qu'on a achetés pour aider l'Ukraine ne sont pas européens. C'est le chiffre de la honte. On a dépensé de l'argent des contribuables européens pour créer des emplois en dehors de l'UE, aux États-Unis, en Turquie ou en Corée du Sud. Enrico Letta, fin de citation. Donc, on est dans une forme d'approximation. Mais j'arrive avec des pistes. Face à ces perspectives, donc, comme j'ai dit, le 19 mars 2025, la Commission européenne a dévoilé le livre blanc, disponible sur Internet, que vous pouvez lire gratuitement en PDF. Et il inclut à l'intérieur, ce programme, le plan, j'espère que vous en entendrez parler, qui s'appelle Rearm Europe, préparation à l'horizon 2030, qui aiderait les États membres de l'UE à financer l'augmentation de leurs dépenses de défense à hauteur de 800 milliards d'euros. Alors, rentrons dans ce plan. Vous m'avez demandé ce qui se passe. Le premier volet du plan aidera les pays de l'Union européenne en les autorisant à s'endetter davantage. Alors, je ne comprends pas. On nous explique que les finances publiques sont dans un état catastrophique. On ne peut pas s'endetter à l'infini. On ne veut pas trop mutualiser au niveau européen. Donc, il permettra aux pays d'activer la clause dérogatoire nationale de pacte de stabilité et de croissance pendant une période de 4 ans, 2025-2028. Et dans une limite, parce qu'on aime les financeries européennes, d'1,5 point de PIB par an. Plus spécifiquement, les pays seront autorisés à dépasser leur objectif de déficit public approuvé par le Conseil de l'UE pour une année donnée, donc effectivement dans cette hauteur de 1,5. Sous les hypothèses que les États membres augmenteraient, je cite, linéairement leurs dépenses de défense à hauteur de 1,5 point de PIB en moyenne d'ici à 2028, ce qui correspondrait à une augmentation annuelle de 269 milliards d'euros à l'échelle européenne en 2028, la Commission estime que la dépense militaire cumulée supplémentaire sur 2025-2028 serait de 650 milliards d'euros sur 4 ans. J'espère que tout le monde aura apprécié la finesse de l'affaire. Mais qu'on se rassure, cette mesure pourrait bénéficier à tous les pays membres, notamment aux pays sous procédure pour déficit excessif, dont la France. Ouf, on aurait pu ne pas en bénéficier. Alors, mais la définition des défenses, écoutez bien, la définition des dépenses de défense prises en compte reste à préciser. Mais un calcul rapide permet d'évaluer celle de la France à 0,4 points de PIB en 2025 par rapport à l'objectif fixé.
Mais on imagine tout de même mal, ce que je rajoute, que la France ou l'Italie, donc, s'écarter de l'objectif fixé, au risque de voir leurs notes dégradées par les agences de notation. Donc ça, c'est le premier truc. Donc, en gros, on va essayer de trouver 800 milliards, on ne sait pas si c'est des ressources nouvelles, mais en permettant une dérogation par rapport au nouveau pacte de stabilité qui est rentré en vigueur depuis cette année, à hauteur de 1,5 point de PIB. Mais nous concernant, ce n'est plus que 0,4 points de PIB. J'avais conscience quand j'ai préparé tout ça que j'allais vous casser les pieds. Hein. J'espère que ça va. Hein. Vous n'allez pas tous partir en courant. C'est ce que je lis au quotidien. Donc je suis désolé. Hein. Je ne peux rien. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'il y a un autre plan qui arrive. Le deuxième volet du plan prévoit une enveloppe totale de 150 milliards d'euros de prêts aux États membres, désignés par l'acronyme SAFE. Security Action for Europe. Cette fois-ci, nous dit-on, mais sans préciser, financé par la Commission européenne, grâce à l'émission d'obligations ou d'emprunts auprès d'institutions financières. Mais attention, les termes des prêts devraient être plutôt avantageux, c'est-à-dire en termes de taux d'intérêt, mais les conditions d'éligibilité pour les États sont restrictives. Alors, dans le premier cas, c'est 1,5 points, c'est calculé, ça revient à 0,4 points, ensuite il y a 150 milliards, mais c'est restrictif. Alors là, petit commentaire. L'Europe, depuis le début, est marquée par ce que j'appelle la logique Marshall. Qu'est-ce que c'est que la logique Marshall? Quand il y a eu le plan Marshall s'est structuré autour de prêts, de subventions, etc. Mais en échange, c'est des plans marqués par la conditionnalité. C'est-à-dire que ce n'était pas juste l'argent arrive et on n'attend rien de la part des Européens vis-à-vis des Américains. Il y avait toujours cette idée de conditionnalité. Et cette logique-là a irrigué toute l'Union européenne après. C'est-à-dire, je viens t'aider avec aider entre guillemets avec un mémorandum, toi la Grèce, mais en échange, tu dois privatiser, etc. Tu fais ça, mais tu dois faire attention à tes déficits. Donc, cette logique qui était présente dès ce qui a été un des moteurs de la construction européenne, le plan Marshall, a été ensuite transposée dans les pratiques européennes. C'est-à-dire, toujours, c'est des sous, mais attention, je viens chez toi, je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. Précisons un peu ces conditions d'éligibilité. Parce que tout ça est indiqué, évidemment. C'est pour ça que je regrette que la grande presse, parfois, ne se fatigue pas à faire le même travail que moi. C'est-à-dire d'aller lire tout ça. Et dire, oui, c'est l'Europe de la défense. Mais va lire ça. On en parle. Donc je continue parce que le voyage vaut la peine. Alors tout d'abord, par exemple, les prêts devront être utilisés pour financer des acquisitions dans les domaines de défense prioritaires. Alors je vais regarder les domaines de défense prioritaires. C'est les missiles, l'intelligence artificielle, les drones. Mais il y a toute une liste de ce qui est prioritaire et pas prioritaire. Mais il n'est pas dit dans le livre blanc pourquoi c'est prioritaire. Mais c'est prioritaire. Donc, si vous l'avez dans le livre blanc, vous avez la liste, les missiles, les machins. Ensuite, il y a un deuxième critère. Les demandes devront être adressées aux industries des pays membres de l'Union européenne, de l'Ukraine, c'est dit, et des pays membres de l'Association européenne de libre-échange, qui font également partie de l'espace économique européen. Et les composants des produits acquis devront provenir de ces pays à hauteur d'au moins 65% du coût total des composantes. À noter que cette liste pourrait être étendue aux pays partageant les mêmes valeurs et aux pays ayant signé un partenariat de sécurité et de défense avec l'Union européenne, comme le Japon. Ah, c'est là que les choses deviennent beaucoup plus claires. Donc, on apprend que l'Ukraine, comme le Japon, sont embarqués dans la même chose en s'assurant d'un coût à 65%. Mais les critères d'éligibilité semblent assez contraignants pour des pays comme l'Italie, par exemple. Je le répète, la quasi-totalité des importations d'armes proviennent des États-Unis. Et par ailleurs, vu la liste de ce qui est prioritaire, ça devrait entraîner une réallocation de la demande vers les pays du groupe UE, Ukraine, ALE, EE, qui ont déjà une industrie de la défense importante. Alors ça pourrait profiter à la France, à la Suède, par exemple. Bon, je suis allé regarder ça.
Mais comme une difficulté ne vient jamais seule, le prochain budget européen, donc c'est-à-dire le budget au niveau de l'ensemble des pays, va compliquer les choses. Donc je suis allé regarder la manière dont le futur budget européen va être désormais considéré. Donc on a bien compris qu'il y a des prêts, il y a 150 milliards, la Commission doit intervenir, on peut faire des dérogations au pacte de stabilité pour organiser la défense, mais vous aurez remarqué la folie. Dans ce livre blanc, que j'ai bien lu, je ne vois pas clairement énoncer une doctrine stratégique générale. Je ne vois pas énoncer un objectif ou des objectifs très clairs. On nous explique une logique de moyens, une façon de financer. On nous dit qu'il y a des agressions qui peuvent arriver, qu'une guerre est possible, qu'il y a eu l'agression avec la Russie et l'Ukraine, etc. Mais y a-t-il une doctrine stratégique globale de comment l'Union européenne compte se comporter par rapport au reste des conflits du monde? On y trouvera rien. Donc c'est-à-dire, en gros, on va lever des chars, des missiles, mais... Et après? Donc, ok, donc il y a 100 chars dans la rue, qu'est-ce qu'on fait? On les regarde, on les contemple, on leur parle, on essaie de les séduire. Et alors maintenant, le futur budget de l'Union européenne. Le projet de révision du cadre financier pluriannuel, le budget septennal de l'Union européenne, pourrait permettre à Bruxelles de mieux contrôler la manière dont l'argent est dépensé. Alors, voilà ce que dit Ursula von der Leyen, je la cite. Chaque tranche de financement de l'Union européenne sera distribuée lorsque les cibles convenues auront été atteintes. Nous le savons tous, dit-elle, il s'agit là de l'incitation la plus forte que l'on puisse mettre en place pour faire avancer les choses. Fin de citation. Elle a précisé, donc, je l'indique, que ce modèle de Bruxelles s'appuierait sur le modèle du fonds de relance post-pandémie, c'est-à-dire le Next Generation UE. Alors je suis allé voir cette littérature. Et quand vous regardez, parce qu'il faut envoyer à Bruxelles autour d'avril son programme de stabilité, etc., il faut envoyer des plans, c'est toujours accompagné de jalons et de cibles pour obtenir des subventions et des prêts. Donc Ursula von der Leyen a dit qu'elle va moderniser les deux postes les plus importants du budget, c'est-à-dire la politique agricole commune et la cohésion. Ces deux programmes, c'est 1200 milliards d'euros au total. Donc, et là, elle nous explique que, évidemment, cette conditionnalité ne doit pas, évidemment, créer des inégalités. Et je vous prépare d'autres choses qui arrivent. Donc, où nous en sommes? Donc, en fait, en gros, le budget européen va se complexifier dans ses jalons, dans ses objectifs. On va fabriquer un nouveau plan, comment dire, soi-disant pour la défense. Et donc, toute la question qui se pose, est-ce qu'on a affaire, c'est la question que je me pose, à une forme de fédéralisme qui ne dit pas son nom? Un étrange fédéralisme. Mais qui n'est peut-être pas le fédéralisme le plus satisfaisant. Parce que le véritable fédéralisme, si on en voulait un, le fond d'un vrai fédéralisme, pas un fédéralisme sur lequel on pourrait contester, que l'on pourrait contester, la vraie finalité d'un fédéralisme réussi, c'est la solidarité entre les personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que demain, sur notre fiche de paye, on consentirait un 0,4 point, je sais pas, de cotisation pour un fonds qui serait évidemment, qui irait au financement des retraites, je ne sais pas, des Lettons, des Grecs, que sais-je. Allez dire ça dans la rue, prenez une distance de sécurité. Donc, maintenant, si on regarde d'un point de vue économique, c'est-à-dire, qu'est-ce que nous raconte aujourd'hui Bruxelles, qu'est-ce que nous raconte aujourd'hui Francfort, face à la situation? La situation sur le plan économique en Europe suscite de réelles interrogations, car c'est un échec à double niveau que l'on observe quand on regarde la situation d'aujourd'hui. Tout d'abord, un échec qui est vraiment important, qui est lié à la mise en œuvre de cette austérité que même Mario Draghi, dans son rapport, dénonce, puisqu'effectivement, l'Europe fait face à un manque criant d'investissement public et on n'en finit pas de payer ces choix d'austérité qui ont été engagés dans la suite des crises des dettes souveraines.
et qu'aujourd'hui, la situation actuelle, on le voit en matière de défense, on le voit bien en matière d'infrastructure, eh bien, le choix de l'austérité budgétaire se paye cher. L'autre échec que la fin de ce monde ouvert nous révèle, c'est que la stratégie de la croissance qui a été tirée par les exportations, c'est-à-dire qui fait que la zone euro et l'Union européenne est une zone excédentaire par rapport au reste du monde, que ce soit en termes d'épargne ou en termes de commerce extérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme on a écrasé la demande intérieure, pour pouvoir avoir des excédents commerciaux, on est allé chercher la demande des autres, ce qui a évidemment fâché, par exemple, M. Trump dans l'affaire. Mais pourquoi on est excédentaire? Parce qu'il ne faut jamais oublier cette base de l'économie. Nos exportations dépendent de la demande étrangère et les importations dépendent du revenu national. Donc si on écrase, évidemment, comme l'a fait l'Allemagne, sa demande intérieure, ou si on fait de l'austérité, eh bien la demande perdue quelque part, il faut aller chercher ailleurs. D'où l'obsession européenne qui est celle de la compétitivité à tout prix, où elle confond un État avec une entreprise, dans le but, évidemment, de stratégie agressive. Et qui nous a poussé aussi dans cette direction, c'est évidemment l'Allemagne. Donc, aujourd'hui, ce que le monde nous montre, c'est-à-dire les besoins d'infrastructure, les besoins en termes de défense, ou cette guerre commerciale en cours, nous révèle que les deux orientations majeures portées par l'Union européenne, c'est-à-dire cette tendance austéritaire et ce tout compétitif, représentent finalement un échec et créent quelque chose de non coopératif avec le reste du monde. Et citons même les propres Européens qui reconnaissent les choses. Et je regrette que la presse, bien complaisante, alors que c'est une interview d'Enrico Letta dans Le Monde, le journal, comme on disait autrefois, du patronat. Bien, les dernières années ont été à cet égard dramatiques, dit Enrico Letta. Plus européen que ça, il n'y en a pas. Traçable, transparent, 100% Europe garantie. Les dernières années ont été à cet égard dramatiques. Le décrochage a commencé au début des années 2000. Moi, je dis ça sans mauvais esprit. Qu'est-ce qui naît en 99 ? Le quoi ? L'euro ? D'accord. Mais c'est nettement accentué vers 2016-2017, quand a pris la crise financière, les États-Unis sont repartis et pas nous, sans jamais dire pourquoi on n'est pas reparti. C'est ça qui est intéressant. On peut se dire qu'il est naturel avec la Chine, parce qu'ils sont plus grands que nous. Avec les États-Unis, en revanche, qui font notre taille et qui vont beaucoup mieux, cela nous signifie que nous avons un problème, lequel on ne sait pas. Et il termine, Enrico Letta, par ce mot extraordinaire. Aujourd'hui, c'est le décrochage du décrochage. On ne peut plus attendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut lire les européistes eux-mêmes. C'est ça qui est intéressant. Et, comment dire, en termes de niveau de vie, depuis 1999, l'Union européenne ne rattrape plus les États-Unis. Le décalage est vertigineux. En 2024, si je prends 2024 avant de remonter dans le temps, l'économie américaine a cru de 2,8%, un chiffre de 3 fois supérieur à celui enregistré en zone euro, qui était seulement de 0,7%, et dans l'Union européenne, 0,8%. En zone euro, la croissance par habitant, je tiens à le souligner, n'a été que de 9% depuis 2007, juste avant la crise financière, et seulement de 4,5% en France, un niveau particulièrement faible. Moins de richesse par habitant depuis 30 ans, le revenu disponible réel par habitant a augmenté presque 2 fois plus aux États-Unis qu'en Europe depuis 2000. Certes, le vieillissement de la population, d'ici à 2040, la population devrait perdre 2 millions d'actifs par an, permet d'en masquer particulièrement les effets. Et regardez ce que dit Enrico Letta, toujours le même. Le marché intérieur est très 20e siècle. Quand il a été conçu, les grands pays européens étaient les grands pays du monde. Pour continuer l'exemple des télécoms dans les années 80 et 90, les Européens étaient à la pointe de l'innovation. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais on ne dira toujours pas pourquoi. C'est pour cela que je pense qu'il nous faut créer une 5e liberté. Parce qu'il y avait celle du capital, celle des biens, des personnes, ça. Pour la recherche, l'innovation et les compétences, aux côtés des 4 libertés de circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes du marché intérieur. Ce qui est intéressant, c'est de voir le décrochage économique européen. Ça ne veut pas dire que l'Europe devient une zone pauvre, il ne s'agit pas de dire ça. Mais il y a un décrochage économique. Mais ce qui est fou, quand on lit la littérature de la Commission ou de ceux qui sont proches d'elle, comme Enrico Letta et autres, c'est ce que Jean-Paul Fitoussi a appelé l'économie météo, c'est-à-dire la naturalisation des phénomènes. Il fait beau,
il fait gris. Et quand il fait gris, comme aujourd'hui, on aimerait qu'il fasse beau, mais on ne peut rien. Il faut accepter le gris. Et en fait, c'est comme si ça nous est tombé dessus. Nous étions bons, on n'est plus bon. Et le vocable comme les crises, etc., ça permet de naturaliser des phénomènes sans comprendre le pourquoi de ces phénomènes. Et donc, Enrico Letta passe son temps à nous expliquer que on était bon, on n'est plus bon. C'est le décrochage du décrochage. Et comme s'il y avait une fatalité. 99, les dieux sont fâchés. Et ils ont décidé que les Européens allaient payer. Donc sur l'Olympe, ça s'agit. Zeus voit les Européens en disant « Tu vas subir ». Et là, la foudre s'abat sur nous et on ne peut rien faire, tandis qu'elle ne s'abat pas sur les États-Unis, tout va bien. Mais par exemple, on se gardera bien de dire que, par exemple, la doctrine de la concurrence européenne pose problème. On se gardera de dire que d'écraser la demande intérieure fait que l'Europe développe une épargne considérable, 200 à 300 milliards selon les périodes, qui finissent aux États-Unis. On se gardera bien de dire tout cela. On se gardera bien de dire que l'euro est une monnaie dysfonctionnelle. On se gardera bien de dire que, en faisant entrer des pays qui n'étaient pas dans la même situation socio-fiscale que les nôtres en 2004-2007, a créé volontairement une concurrence problématique. On se gardera bien de dire tout ça. On se gardera bien de dire que l'Union européenne est quand même la zone au monde qui a quand même réussi à créer une union avec des paradis fiscaux à l'intérieur d'elle-même. Ce qui est quand même, ce que je rappelle que la fonction d'un paradis fiscal, c'est de siphonner les recettes du voisin. Mais non, tout ça est naturalisé. On était bon, on n'était plus bon. Mais la solution arrive. C'est la boussole de compétitivité. Parlons maintenant de la boussole de compétitivité. Vous ne connaissiez pas toutes ces choses. Hein? Vous voyez, l'amitié que j'ai pour vous, je lis ces trucs. Donc maintenant, je vais vous parler de la boussole de la compétitivité. Avec 3 grands axes. Ça a été déterminé en 2025. Donc alors vous avez remarqué, donc il y a le plan de la défense, il y a le budget qui est revu, on ajoute la boussole de compétitivité. Moi, il y a des moments, j'aimerais bien envoyer des factures à la Commission européenne, d'avoir lu toutes ces années, toutes ces choses, d'essayer de les comprendre. Donc, je les remercie. Il y a 3 axes d'action. Innovation, décarbonation et sécurité. Donc que les choses soient bien claires. Et ces 3 axes, on les doit au rapport Draghi et au rapport Letta. Le même de tout à l'heure. Pour stimuler la compétitivité. Alors que cette question de la compétitivité pose un problème fondamental. Et ce qui est marrant dans la compétitivité, pardonnez-moi de faire ça, quand j'enseigne gentiment à mes étudiants la compétitivité, je leur dis, on distingue banalement en économie la compétitivité prix et la compétitivité hors prix. Et je dis dans la compétitivité prix, il y a 3 déterminants. Les coûts de production, le taux de change et les comportements de marge. Mais ce qui est marrant dans le cas européen, il nous parle de la compétitivité, mais la question du taux de change, c'est la grande invisible de l'affaire. Mais quand on fait de l'économie basique, on enseigne ça à des L1, on leur dit, dans la compétitivité, il y a le taux de change. D'accord. Ça n'existe pas. Très bien, on a compris. Très bien. La boussole doit définir une approche et une série de mesures phares pour traduire chacun de ces impératifs en actions concrètes. Alors, c'est quoi les actions? C'est combler l'écart en matière d'innovation et avec une proposition d'un 28e régime juridique qui simplifiera les règles applicables, notamment les aspects pertinents du droit des sociétés, de l'insolvabilité, du travail et de la fiscalité pour en réduire les coûts des défaillants. Ensuite, une feuille de route conjointe pour la décarbonation et la compétitivité. La boussole considère les prix élevés et volatiles de l'énergie comme un défi majeur et définit des domaines d'intervention qui permettent de faciliter l'accès à une énergie propre et abordable. Ensuite, réduire les dépendances excessives, renforcer la sécurité. Et pour arriver à ça, j'aime ce mot. Je cite. Je l'adore celui-là. C'est mon préféré, il m'avait manqué. Je ne l'avais jamais eu en 20 ans. Et c'est mon préféré.
j'ai même presque une émotion là. Les 3 axes sus-mentionnés sont complétés par, ouvrez les guillemets, 5 catalyseurs horizontaux. Ah, des catalyseurs horizontaux. Ouais, ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un catalyseur horizontal? Donc, c'est 5. Alors, il y avait les jalons, les cibles, les catalyseurs horizontaux. Mais c'est génial, ce truc. Mais moi, je veux d'autres rapports. Je l'exige, je vais envoyer un message Furax à Bruxelles. J'en veux un pour ce soir, avec un nouveau truc dedans. J'espère que vous êtes dans l'impatience de connaître les catalyseurs horizontaux. Et j'espère que ce soir, avant de dormir, vous y penserez fort, parce que c'est essentiel pour la vie de tous et de toutes, qui s'avéreront essentiels pour soutenir la compétitivité dans tous les secteurs. Alors, le premier catalyseur horizontal, ou catalyseur horizontaux, enfin, je ne sais plus comment il faut les dire, c'est la simplification. Ce catalyseur, on ne sait pas si c'est un antibiotique, c'est un cataplasme, je ne sais pas, vise à réduire la charge réglementaire administrative. Alors, je vous rappelle qu'avant, il fallait faire plein de normes dans le New Deal européen, enfin Green Deal européen. Maintenant, non. Et il y a la proposition Omnibus qui va simplifier la publication d'informations en matière de durabilité. Et la boussole a pour objectif de réduire au moins 25% la charge administrative qui pèse sur l'entreprise et 35% celle qui pèse sur les PME. Donc on a fait une distinction 25-35. Mais qui a fait ça? Mais comment? Et comment on va dire, regarde, je t'ai calculé, je suis à 33,2, je me rapproche des 35. Le deuxième catalyseur. Vous pouvez lire tout ça sur le site de la commission, hein, évidemment, je vous invite à le faire. Hein. Je le fais, vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire. La réduction des obstacles au marché unique. Pendant 30 ans, le marché unique a fait ses preuves en tant que moteur de la compétitivité de l'Europe. Afin d'améliorer son fonctionnement dans tous les secteurs, attention, je cite, une stratégie horizontale pour le marché unique permettra de moderniser le cadre de gouvernance en faisant disparaître les obstacles intra-UE et en prévenant la création de nouveaux obstacles. Ok, d'accord. En outre, la Commission en profitera pour rendre les processus d'élaboration des normes plus rapides et plus accessibles, notamment pour les PME et les startups. J'avais cru que le marché unique, on avait réussi un truc, mais là, il faut faire une stratégie horizontale permettant de moderniser le cadre de la gouvernance. Bon. Ensuite, le troisième catalyseur, s'il vous plaît, c'est le financement de la compétitivité. L'UE manque d'un marché de capitaux efficace, capable de transformer l'épargne en investissement. Alors ça, je vais faire un commentaire parce que c'est un truc qui m'en fout. Alors, vous voulez plus dire les marchés financiers, parce qu'on avait dit, ah, ça va faire peur aux gens. C'est pas bien. Oh, marché financier, spéculation. Ah, on a trouvé un truc. Attention, comment ça s'appelle? La Commission présentera une Union européenne de l'épargne et des investissements. Oh, là, c'est bien, là. Il n'y a plus marché financier. Je cite, c'est le truc officiel, Union européenne de l'épargne et des investissements. Dans le but de créer de nouveaux produits d'épargne et d'investissement, d'encourager les investissements en capital risque et de garantir que les investissements circulent sans discontinuité dans tout l'UE. Un budget de l'Union européenne recentré permettra de rationaliser l'accès aux fonds européens conformément aux priorités de l'Union européenne. Je fais un commentaire là-dessus avant de vous présenter le point 4 et le quatrième catalyseur et le cinquième. Donc, la zone euro et l'Union européenne est une zone excédentaire en matière d'épargne. C'est-à-dire qu'on a une épargne abondante. C'est-à-dire que, eh bien, notre consommation ne dépasse pas notre revenu, donc on est capable de dégager un excédent de notre revenu. Et le grand malheur européen, alors on nous a expliqué qu'effectivement, les marchés financiers, c'était la meilleure des choses au monde, et que cette épargne,
Où va-t-elle principalement, depuis des années, aux États-Unis. Et comme les Européens habités par cette idéologie que la dépense publique ne doit pas trop progresser, que l'endettement public ne doit pas progresser, d'où va venir les financements? Du privé. Donc il faut que cette épargne privée, eh bien, se transforme en investissement. Si on faisait la théorie économique de base, c'est la vieille idée qui a été présente chez les classiques à la fin du XVIIIe siècle, ensuite chez les néoclassiques au XIXe siècle, comme quoi S saving donc doit précéder I l'investissement. C'est marrant parce que Keynes disait le contraire, mais c'est pas grave, mais bon. N'oublions jamais que l'Union européenne a toujours été antisocialiste et anti-keynésienne. Il faut que les choses soient bien claires à l'esprit de tout le monde. Et donc, en fait, on voudrait que mécaniquement, par effectivement des mécanismes financiers, cette épargne aille financer la décarbonation, les besoins, etc. Parce qu'on s'est dit, comme la dépense publique, on veut la contenir, d'où va venir le salut du privé. Mais pourquoi aujourd'hui, dans des économies, on a vu tout à l'heure, dont la croissance est faible, dont le rattrapage par rapport aux États-Unis s'est arrêté, et que c'est des économies qui ne progressent qu'à 1 ou 2% de croissance. Pourquoi alors cette épargne irait vers de l'investissement productif? Il serait 100 fois plus intéressant d'aller vers l'investissement spéculatif. Évidemment. Donc rien ne nous garantit que cette épargne abondante va vous financer, je ne sais pas, la transition énergétique comme on dit. Rien ne nous le dit. Et qu'est-ce qui nous garantit que ça n'arrive pas aux États-Unis? Rien de tel. Je vous rappelle quand même, c'est un moment de l'histoire économique qu'il ne faut jamais oublier, c'est pendant que nous, dans les années 90, on vivait les heures de la croissance molle, comme disait Fitoussi, que notre épargne européenne a filé aux États-Unis et a financé intégralement la croissance clintonienne. Nous avons financé la croissance de Clinton. C'est extraordinaire. Pendant que nous, on avait des taux de chômage qui dépassaient les 10%. C'était bien. Et qu'on disait, il y a la fracture sociale. Vous vous souvenez, c'était il y a 30 ans. Depuis, elle n'a pas été résorbée. Quatrième catalyseur. Parce que ça vous avez manqué. Il y en a 5. La promotion des compétences et des emplois de qualité. Alors, la Commission proposera une initiative visant à bâtir une union des compétences axée sur l'investissement, l'éducation des adultes et l'apprentissage tout au long de la vie, la création de compétences à l'épreuve du temps, avec le temps, le maintien des compétences, la mobilité équitable. Oh la vache, quoi. La mobilité équitable. Je crois que c'était un concours d'équitation. Bon, l'attraction et l'intégration de talents qualifiés externes à l'UE, la reconnaissance des différents types de formations pour permettre aux personnes de travailler dans toute l'Union. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que ce truc? Au-delà de la formulation alambiquée. Cela dit beaucoup sur l'imaginaire de la Commission européenne et des commissaires. C'est l'imaginaire du capital. Pourquoi? L'obsession économique, c'est la mobilité des facteurs de production. Donc le capital et le travail. Mais le capital, on lui a donné largement l'avance en Europe. Quand en 1990, on a dit que les capitaux pouvaient circuler librement en Europe, c'était le coup le plus violent qu'on a porté au travail. Et si on hésitait à être marxiste, après cette mesure, on ne pouvait que le devenir. Pourquoi? Pour une raison simple. C'est que, en gros, qu'est-ce que nous apprend la théorie économique? C'est le facteur le moins mobile sur lequel porte l'ajustement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en gros, si moi j'ai la liberté d'installation de mon entreprise où je veux, si je peux déplacer mes capitaux d'un marché financier à l'autre, en gros, j'arrive avec une arme de chantage de dingue. Tu ne me fais pas des conditions socio-fiscales favorables, je me casse. Et je me casse, et grâce en plus au développement de la technologie, cela a permis une escroquerie intellectuelle. Quelle était cette escroquerie intellectuelle? C'est de dire que le développement de moyens de communication ultra rapides ne pouvait conduire
qu'à la financiarisation de l'économie. Mais ce n'est pas parce que les moyens par lesquels circule l'information ou circulent les capitaux obligent cette forme de mondialisation. Mais pour la rendre acceptable, on s'est saisi d'une mutation technique pour justifier une transformation politique. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, évidemment, moi aujourd'hui, je parle français, je ne peux pas du jour au lendemain dire « Tiens, je vais devenir demain prof à Barcelone ». Ce n'est pas possible. Je vais rester là. Donc, l'ajustement va se faire sur moi. Ce qui explique pourquoi l'IS, l'impôt sur les sociétés, un peu partout en Europe, a baissé terriblement. Pourquoi on a exonéré de plus en plus les entreprises et ce sont les ménages qui ont senti la charge fiscale supérieure? Parce que le capital court plus vite. Donc, et d'où l'obsession en Europe de la modération salariale. Parce qu'on a dit, bah, si le coût du travail est trop cher, on va partir ailleurs. Donc, comme on ne pouvait plus manipuler la monnaie qui était l'euro, la flexibilité perdue sur le taux de change se récupérait sur le marché du travail. Donc, quel a été le discours des années 90? Ça a été flexibilité partout. Et donc, l'euro est une arme de dévaluation salariale. Tant que l'inflation progressait pas si rapidement que ça, le mauvais deal pouvait passer. Mais à partir du moment où une partie du deal qui était de dire « T'inquiète pas, par notre politique monétaire, les prix n'augmenteront pas tant, tout ira bien », mais que les prix se mettent à s'emballer, la dévaluation salariale qui prenait la forme d'une déflation était renforcée cette fois-ci par l'inflation. C'était la double peine. Et donc on a dit, j'ai une solution. On va vous rendre aussi mobile que le capital. Ce qui donne promotion des compétences, des emplois de qualité, mobilité équitable, allez, tu pars. Parce qu'il n'y a pas cette idée que quelqu'un vit là depuis 15, 20 ans, il a une famille ou je sais pas quoi. Mais non, aujourd'hui tu es à Bruxelles, demain tu es à Barcelone. Comme du capital. C'est l'imaginaire capitaliste qui est à l'œuvre. Mais complètement. Mais il y a le cinquième catalyseur. Parce que vous n'en avez eu que 4, je vois dans vos yeux votre lassitude, vous attendez le cinquième. Alors comme je suis gentil, je vous le dis. Et il y a une nouvelle initiative. J'espère que vous l'avez compris, parce que sinon vous êtes insupportable. Parce que c'est pas... Meilleure coordination des politiques au niveau européen, au niveau national. La Commission dévoilera un outil de coordination de la compétitivité. Donc il y a l'union des compétences, il y a l'union des marchés financiers, il y a l'outil de coordination de la compétition, et RIA en Europe. Alors, au moins, ça permet à des gens, dans une galaxie bruxelloise, d'avoir de l'emploi. Déjà, c'est bien. Qui aidera les États membres à garantir... Alors, celui qui est aussi là-dedans, qu'on a recyclé la Macronie, c'est Stéphane Séjourné, finalement. Il faut bien qu'il sache quelque chose. Donc, qui aidera les États membres à garantir la mise en œuvre à l'échelle européenne et à l'échelle nationale des objectifs stratégiques communs de l'Union européenne, à recenser les projets transfrontaliers d'intérêt européen et à mener les réformes et les investissements pertinents. Au cours du prochain cadre financier pluriannuel, un fonds pour la compétitivité remplacera plusieurs instruments financiers existants de l'UE, dotés d'objectifs similaires, en offrant un soutien financier à la mise en œuvre d'actions dans le cadre de l'outil de coordination de la compétitivité. Donc, on remarquera que ce soit le rapport l'État ou Draghi, ne remet pas en question les causes profondes du décrochage économique européen. Et Draghi, par exemple, privilégie des solutions technologiques, des investissements massifs, sans aborder la question des inégalités sociales et des déséquilibres économiques. Alors, quelques mots encore, je ne voudrais pas vous retenir, parce que je pourrais vous retenir encore très longtemps, et je me sentirais coupable. Même si cette question, même si elle m'énerve, je suis tombé dedans, j'avais 22 ans en 1992, ça fait 33 ans que je ne lâche pas l'affaire. C'est devenu une obsession, je tiens à le dire, je m'inquiète moi-même.
J'aimerais que le docteur Freud ressuscite pour m'aider. Mais voilà. Fin du paysage général, et j'arrête. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit une série de choses complètement contradictoires, des choses paradoxales, des choses particulières. C'est quoi ces choses? À la fois, on a remis un cadre contraignant en matière budgétaire avec le pacte de stabilité. Dans le même temps, on veut modifier ce pacte de manière technique et complexe pour autoriser des dépenses militaires qui seraient comptabilisées autrement. Là-dessus, plusieurs remarques. Tout d'abord, ce que j'appelle les occasions manquées. La France, si un jour elle avait eu une voix qui avait pu porter, elle aurait pu dire la chose suivante. Qui assure, par son poids militaire, par ses interventions extérieures, la défense du continent? C'est nous. Donc on aurait dû dire, dans les années 90-2000, nous on n'est pas tenus par le pacte de stabilité. Parce que qui fait l'effort militaire? Qui fait des opérations d'ici, de là, à travers le monde pour assurer la sécurité du continent? C'est nous. Donc, mes amis, si on avait une vraie voix en Europe, on aurait dû dire, ces règles ne nous concernent pas. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de faire des montages pas possibles, on a affaibli notre outil militaire, on a affaibli nos infrastructures, parce qu'on était obsédé par ces affaires budgétaires. Et même si on ne respecte pas ces critères, on pourrait dire, mais tu dis n'importe quoi puisqu'on ne respecte pas les critères de déficit. Mais il y a un effet pervers qu'il ne faut jamais oublier. C'est-à-dire le temps perdu à vouloir créer un effet de réputation. C'est-à-dire de dire, regarde, je vais rentrer dans ces critères, regarde, je vais faire les efforts. Et donc, au lieu d'imaginer des stratégies d'investissement, une vraie stratégie de défense, on essaye de faire ce que Jean-Paul Fitoussi dénonçait dès les années 1990, de la créativité comptable. Et on l'a vu, la créativité comptable avec les déficits. On n'a pas arrêté de faire ça depuis les années 90. Souvenez-vous comment on se qualifie pour l'euro. La fameuse soulte de France Télécom de 37,5 milliards de francs que Juppé avait utilisé pour manipuler les comptes. Revenez dans la presse de cette époque. La fameuse, tout le monde avait découvert ce mot lié à France Télécom avant que France Télécom devienne Orange. Je rappelle quand même que c'est la gauche qui en 90 a tué les PTP. Hein. C'est Michel Rocard. N'oublions pas ce perso. Pardon, je ne voudrais pas être méchant. Bon. Donc ça c'est un. Donc c'est paradoxal parce que à la fois on recrée un pacte qui est un peu fou dans sa nouvelle version, mais en même temps on va y déroger. Et en disant que c'est les industries de la défense. Et là, on fait prévaloir une idée très inquiétante. C'est-à-dire qui était déjà présente chez les élites européennes, mais qui s'affirme un peu plus. C'est que le social, c'est un coût. Le social, c'est un poids. Le social freine l'économie. Et s'il faut faire le choix de la défense, s'il y a quelque chose qu'il va falloir sacrifier, c'est le social. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on lit le livre vert d'il y a une dizaine d'années, un peu moins de 10 ans, 2016, sur l'union des marchés financiers, que vous pouvez toujours trouver sur Internet et que j'ai lu et que vous pouvez lire, qui se trouve en PDF, il est clairement dit que cette union des marchés financiers permettrait de faciliter le recours à des systèmes de retraite par capitalisation. Oh. Mais voilà que c'est surprenant. Mais comme personne ne lit ça, tout passe à la... Donc ça c'est un. Deuxièmement, on voit bien qu'en matière d'armement ou en matière de défense, règne encore une confusion, puisque chacun va dans des directions différentes. Donc, ce qui est intéressant en matière d'économie, on continue dans la même direction, malgré ce rapport de Draghi qui, à la fois, a quelque chose de différent par rapport à sa littérature du passé, mais qui, en même temps, c'est la continuité de ce qui a toujours été fait, donc il n'y a pas vraiment une rupture. La politique monétaire européenne pose problème, parce que même si on a réduit le niveau des taux d'intérêt, il y a un autre problème qui est très, 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 comment dire, ennuyeux dans cette affaire, c'est que la Banque centrale, progressivement, a réduit de plus en plus ses achats d'obligations souveraines. Et qu'elle est en train de revoir son bilan et d'être de moins en moins dans le soutien aux besoins budgétaires des États. Même si elle ne le faisait pas sur le marché primaire
Elle le faisait sur le marché secondaire des obligations, mais elle le faisait. Et là, au moment où il y a des besoins, vieillissement de la population, décarbonation, défense, eh bien, le rôle qu'elle a pu faire, où elle rachetait de la dette souveraine, comme pendant le Covid, la crise géopolitique, elle ne veut plus le faire. Donc aujourd'hui, je dirais pour conclure que la politique économique européenne apparaît toujours désarticulée, que la direction générale du navire n'est pas claire, d'autant plus qu'une tempête qui pourrait venir, c'est comme les Allemands ont décidé de faire des plans de financement et d'investissement massifs s'ils y parviennent. Jusque-là, les marchés financiers adoraient les obligations françaises parce qu'elles n'étaient pas mises en concurrence avec les obligations allemandes, parce que les Allemands demandaient moins sur les marchés financiers. Maintenant, ils vont demander. Donc comment ils vont se comporter par rapport à nous, maintenant qu'on va avoir les Allemands en concurrent direct? Et ça, c'est une autre affaire. Donc ce qui m'inquiète, c'est que malgré l'ampleur des crises, oui, il y a toute une presse mainstream qui nous dit oui, l'Europe parle d'une seule voix, elle est plus rassurante par rapport à Trump, etc. Je ne dis pas que tout ça est faux, mais où va le navire? Quelles sont les directions? Et est-ce qu'on arrive à faire une vraie rupture mentale par rapport au schéma, aux représentations habituelles autour du marché, de la concurrence, de la compétitivité? Est-ce que la vieille idéologie qui gouverne l'Union européenne est en train de céder le pas? Je ne le crois pas. Et on ne peut pas juste se contenter d'initiatives d'ici, de là, en disant oui, on met en commun des trucs de défense, oui, on met en commun des vaccins. Ça ne suffit pas pour dessiner une politique. Mais le pire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de réelle force politique à même de pouvoir penser une alternance, une alternative sérieuse, crédible, pensée. Il y a une espèce d'acceptation transpartisane de la situation en disant bon, on va bricoler, il y a quelques améliorations d'ici de là, mais on va s'en contenter. Donc, je n'arrive pas avec de très bonnes nouvelles, et ce qui est effrayant, c'est toute cette littérature qui nous annonce des initiatives dans tous les sens, dont on n'est vraiment pas sûr des résultats pour le plus grand nombre. Donc voilà ce petit bilan que je pouvais vous offrir de ce qui se passe à Bruxelles, à Francfort ou ailleurs. J'ai été affreusement long, veuillez me pardonner de cette affreuse longueur. Merci à vous de votre écoute. Je me rends compte que j'ai parlé plus d'une heure. C'est affreux, c'est horrible. C'est pas grave. Merci Frédéric. Vous ne m'en voulez pas trop. Merci. Voilà. Alors, le débat est ouvert. Voilà, vraiment, je pense que... Non, mais c'était tellement complexe. Et il fallait tellement... clair quand même. Oui, enfin, à mon avis, le résultat est clair, oui. Mais la matière est quand même obscure, reste obscure. Malgré... ce qui est fascinant, c'est le nombre de personnes qui se réunissent pour établir ces textes, parce que c'est pas quelqu'un comme ça tout seul. Ils font des réunions, des commissions, il y a des propositions. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a, bon, si on rentre un petit peu dans la technique, bon, sans être trop long encore une fois, parce que je me suis rendu compte que je suis un affreux bavard sur ces sujets. En fait, comment tout cela fonctionne, si je puis dire, Bon, à l'intérieur de la commission, évidemment, il y a différentes directions. Et ces directions, évidemment, sont équipées de tout un personnel. Il y a des gens qui sont recrutés pour ça, des juristes, des économistes. Et ensuite, il y a aussi quelque chose qui est très propre à Bruxelles, que ceux qui ont étudié ça, qu'on appelle la comitologie. C'est-à-dire des comités divers et variés, des sous-groupes, et qui créent une espèce d'élite transnationale qui fait que finalement, un Allemand va être plus proche d'un Portugais qui ne va être de sa propre population, parce qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble, ils ont la même langue, ils ont les mêmes termes, etc. Ce qui fait que la seule internationale qui a réussi est celle-ci, quoi. C'est-à-dire que finalement, ce haut fonctionnaire qui travaille dans un comité va se sentir plus proche d'un autre haut fonctionnaire, on va dire portugais, avec l'anglais comme langue partagée par tous, que de leur propre population. Et évidemment, c'est comme par exemple, lorsqu'on envoie ces plans pour avoir les tranches du plan Next Generation UE,
eh ben, c'est évident que c'est tout un comité qui fait que c'est des organismes de plus en plus financiers, avec des gens qui ont des profils financiers, qui examinent tout ça. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est eux vraiment les connaisseurs de l'affaire, parce que le commissaire, il a une vue générale, mais il a besoin de tous ces techniciens, c'est-à-dire des juristes. Quand vous pensez par exemple que le traité qui organise le Brexit, c'est des dizaines de milliers de pages qui n'ont jamais été lues par les politiques, qui sont lues par des juristes très spécialisés, qu'on pourrait croiser dans la rue et qu'on ne reconnaîtrait pas, mais qui, eux, ont la réalité du pouvoir, parce qu'ils connaissent ce qui se passe. Et donc là, ça pose derrière tous ces comités, tous ces moments d'élaboration, la question du contrôle démocratique. Mais qui contrôle ça? Quelle est la légitimité de ces gens? Parce que les décisions qu'ils prennent, c'est pas rien. C'est comme dans les banques centrales. Dans les banques centrales, toute la littérature économique s'était surtout intéressée au rapport entre les États et les banques centrales pour savoir si l'indépendance était respectée ou pas, si les banquiers sont trop. Mais il y a toute une partie. Là, c'était passionnant. J'étais à Budapest pour un colloque sur le capitalisme. Et il y avait des économistes très intéressants qui avaient fait un travail sur la banque centrale, cette fois-ci, non pas dans ses rapports avec l'État pour mesurer son indépendance, mais ses rapports avec la communauté financière. C'est-à-dire pour voir est-ce qu'ils sont sensibles au discours des marchés financiers ou autres. Et que souvent, la littérature économique n'avait regardé que les rapports État-Banque centrale, mais occultant un autre truc tout aussi important, le poids des fonds de pension, le poids des assurances sur la politique monétaire, sur la manière dont elle peut orienter. Et ce qui pose derrière tout ça, évidemment, la question du contrôle, la question de la vérification, et c'est ça aussi, mais même si après on ne peut pas agir, c'est pour ça que des gens comme Benjamin Lemoine, qui a travaillé sur la dette, sont des gens passionnants. Pourquoi? Parce qu'ils dirigent une branche passionnante qui s'appelle la socio-économie. Et ce qu'ils font, c'est toute la généalogie des personnels. Qui sont les personnels à la commission bruxelloise? Comment ils sont formés? De quelle université ils viennent? Est-ce que c'est plutôt telle formation plutôt qu'une autre? C'est plutôt des juristes? C'est plutôt des économistes? Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet de voir comment se crée une communauté d'idées, de pensée sur ce qu'il faut faire. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui viennent de la Bocconi de Milan. Alors, quel est ce... où les programmes sont maintenant dispensés plus en anglais qu'en italien. Enfin, c'est très intéressant, tout ça. Et donc ça, si vous voulez, c'est ça qui est passionnant. C'est le travail par strate, quoi. C'est-à-dire, au départ, c'est les englobants. La commission, le parlement, ça, c'est les généralités. Ensuite, il faut ouvrir la boîte, le moteur. Qui est dedans? Comment ils sont formés? D'où ils viennent? Quels sont les réseaux qui se créent en tel ou tel truc? Où sont les rivalités entre les différents comités? C'est là qu'il faut regarder. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que c'est là où s'élabore la politique. Et ensuite, après, il y a les hommes politiques, voilà, qui disent « Oui, on va faire ci, on va faire ça. » Mais en gros, on peut remplacer Pierre par Paul, Jean par Jacques. À peu de choses près, ça revient au même. Et puis, les gens ont oublié des trucs horribles, pardon, je ne veux pas refaire l'histoire, qu'on a eu quand même dans les années 80-90, qui a présidé aux destinées économiques comme commissaire au sein de la Commission européenne, un type qui a flingué tout. Je vais quand même rappeler ce nom, Sir Léon Brittan, qui fut épouvantable et qui nous a flingué l'industrie européenne, mais comme il se doit, qui était un thatchérien absolument dingue. Oui, c'est normal. Ouais. C'est normal, c'est un anglais. Oui, mais tellement les gens n'ont plus la mémoire de ça, que quand je dis aujourd'hui Sir Léon Brittan, c'est comme si j'évoquais un chef de la préhistoire. C'est qui ce type? De quelle tribu mystérieuse était cet homme? il avait un chapeau à plumes. Qu'est-ce que c'était? Voilà. Mais tout ça, c'est passionnant. Et c'est pour ça que la revue française de socio-économie, dont fait partie Benjamin Lemoine, moi j'adore regarder leurs numéros parce qu'il y a des travaux absolument passionnants sur tout ça. Ils ont fait tout un travail sur qui était le personnel qui a composé la direction de la concurrence au sein de la Commission européenne depuis les années 50. C'est super intéressant de voir comment on passe de juristes à des économistes, comment les choses changent dans les formations. C'est passionnant ces trucs-là. Alors c'est un peu austère comme littérature, j'en ai conscience. Hein. C'est un peu gris, hein. Mais j'aime bien. Enfin, j'avoue, j'ai de drôles de lectures. Voilà. Olivier, oui. Moi, j'avais une question par rapport à votre conclusion. J'ai bien aimé la présentation que vous avez faite
de la stratégie entre guillemets, hein, von der Leyen, c'est-à-dire Bah oui. les trois aspects, la défense, le rapport l'État, deuxièmement la compétitivité, le rapport Draghi, enfin, ce qui a été la transformation administrative du rapport Draghi, qui Bien était sûr, bien sûr. un peu plus riche que ça, et puis le Green Deal, oui, le Green Deal. Le problème, c'est que quand on regarde aujourd'hui, ces trois éléments structurants de la politique de la Commission, enfin, sont totalement attaqués. Le Green Deal, qui avait été mis en place avant, lors du premier mandat de von der Leyen, aujourd'hui est attaqué par l'Italie, Bien sûr. par la Hongrie, Oui. par tous les constructeurs automobiles français, allemands, etc., qui refusent de rentrer dans les logiques de transformation, etc. Et ça, c'est quand même un élément très nouveau, enfin très nouveau, qui a quelques années et qui est en train de prendre de la force. Bien sûr. Deuxièmement, sur la défense, le rapport l'État et ses conclusions sont contestés absolument par tout le monde en Europe, par tous les États. Le ministre Cornu, il y a quelques semaines, disait qu'il est hors de question que la base industrielle française aille à Bruxelles répondre à des commandes qui ne sont pas les nôtres, etc. Et les industriels, d'ailleurs, via le Figaro, ont mené toute une campagne contre cette démarche. Troisièmement, sur la compétitivité, bon là les choses sont un peu plus récentes, mais on voit bien, et vous en avez lu des extraits extraordinaires, que d'un rapport, moi je l'ai lu, le rapport Draghi, que j'avais trouvé pas inintéressant parce qu'il y avait du contenu. Bien sûr. Transformer quelque chose qui avait du contenu en une espèce de, j'allais dire, de relevé de décision de comité interministériel, j'en ai fait pendant 40 ans. Hein. Pas bien pire que ceux que vous avez lus fait par Bruxelles. C'est dramatique. Donc on ne tirera rien de tout ça. On ne tirera rien des 5 catalyseurs horizontaux. Alors, j'ajoute à ça un élément peut-être encore plus structurant au plan politique et qui montre que les choses, me semble-t-il, ont un peu bougé. C'est que le rôle de la Commission, il y a quelques années, sur tous ces sujets-là, la défense, etc., je ne dis pas était incontestable, parce que la défense, ce n'est pas une compétence européenne. Bien sûr. Mais, on l'a vu sur la santé, la Commission s'est emparée au moment du Covid de l'affaire de la santé, et tout le monde a été derrière. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que sur la défense, la Commission européenne, qui a essayé, via ce que vous avez dit, d'exister, est mise de côté par ce qu'on appelle le groupe des volontaires, dans lequel il y a les Anglais, les Canadiens, les Français, les Allemands, les Turcs, etc. Et on constate que la Commission européenne a un strapontin dans ces réunions, parce qu'elle ne pèse rien. Autre élément qui a un peu changé, à l'initiative curieusement de Macron, et qui est peut-être porteur de réflexion. La création de la conférence politique européenne, c'est la conférence ou le conseil ou la conférence qui s'est réunie l'autre jour à Tirana. Même chose, moi j'ai regardé la réunion de Tirana, les gens de la commission, ils étaient au bout de la table, ils n'avaient pas la parole quasiment. Donc c'est constitué là une autre structure politique qui va, de chef d'État, qui va discuter jusqu'à la Turquie, l'Ukraine en est, et puis quasiment tous les États du Conseil de l'Europe y sont d'ailleurs, en dehors de la Russie, pour le moment en tout cas. Donc on voit bien que, il me semble qu'on voit que, et sur les éléments de base de la stratégie de von der Leyen, et sur les questions de, j'allais dire, de coordination, se dessinent d'autres formes que ce que la Commission pouvait avoir en tête. Et c'est pour ça que je pense que votre conclusion est peut-être un peu pessimiste. Il me semble qu'il se passe des choses et que les choses sont en train de bouger. Oui. Alors, voilà. Je suis d'accord avec vous. Je vais juste dire quelques éléments. Je suis d'accord avec vous, mais revenons sur tout ça, mais sur ce que vous venez de dire. Ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de dire, ça révèle une tension qui est à l'œuvre dans la construction européenne
hormis la commission Jacques Delors. C'est-à-dire que on en pensera ce qu'on voudra de Jacques Delors, on pourra l'aimer, ne pas l'aimer, trouver. C'est la seule et unique fois où, dans cette tension entre les États et, on va dire, la dimension fédérale qui est la commission, où il y a eu une commission qui a pesé avec un homme qui était Jacques Delors, à qui on reconnaissait une légitimité, une importance. On peut regretter les choix qu'il a pu faire, mais on ne peut pas penser que la commission Delors a été une commission faible, mineure, pas importante dans le destin européen. Après Delors, les États ont repris la main parce que tous ceux qui étaient à la tête des commissions successives, sans être trop brutal, n'ont rien pesé du tout. Jacques Santerre est parti par la petite porte, Romano Prodi, n'en parlons pas, Barroso, c'est une calamité, tellement une calamité qu'on a trouvé que Jean-Claude Juncker, c'était mieux. Et la question, c'était, on est allé chercher von der Leyen, qui était une politique démonétisée en Allemagne, qui avait des scandales aux fesses, qui avait été une ministre de la Défense catastrophique. Bon, voilà. Et là, toute la question était effectivement la tentation européenne de jouer la carte fédérale profitant des crises. C'est-à-dire, tiens, le Covid arrive, tiens, la crise énergétique arrive, et je vais m'attribuer des trucs au nez à la barbe des États, et le dernier moment du coup de menton, c'est je veux pas de Thierry Breton, qu'est-ce que c'est que ça, la fâcherie, dégage, on va prendre un type qui pèse pas grand-chose, séjourner, parce que là encore, Breton on peut aimer ou pas, mais sans accorder plus de crédit que ça à Breton, mais entre Breton et Séjourné, bon, quand même, pas violent, mais quand même, bon, Séjourné, bon, à moins que la Commission européenne, il y ait un concours du fantôme, bon, ce qui est possible, et on se dit, pourquoi pas, Séjourné, bon, pouvant jouer le rôle du fantôme. Bon. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, oui, les États, à leur façon, veulent reprendre la main sans pouvoir déterminer des intérêts clairement communs. Parce que comment trouver une stratégie militaire commune, par exemple, entre la France, la Hongrie, l'Italie et d'autres. Donc, en fait, on est dans une situation... Alors, soit je cède au pessimisme, c'est possible, mais je me dis, voilà, oui, la Commission fait du bruit, s'agite, fait des initiatives, des rapports, comme d'habitude, ça passe par la fenêtre. Même si la Commission, historiquement, on peut dire, de la création de l'Union européenne jusqu'en 1986, elle ne pèse rien. Elle a commencé à peser à partir du monde de l'acte unique, où elle est devenue... Et il y a une concomitance aussi avec les organismes financiers qui vont peser davantage. Et donc, et c'est surtout la commission de... Après, donc je me dis, est-ce que c'est rassurant à la fin pour tout le monde, c'est-à-dire pour l'intérêt général, où d'un côté on a une agitation de projets européens qui vont à chaque fois faire un bid monumental. Pensons à ce grand échec de la stratégie de Lisbonne de mars 2000, qui en 2010, on devait être l'économie la plus compétitive, la plus technologique, au plein emploi, etc., je rappelle, qui a laissé place à une stratégie qui est allée crever dans un coin qui s'appelait Europe 2020. Donc voilà. Donc, okay. Et donc je me dis, d'un côté il y a ça, et de l'autre côté il y a des États plus ou moins convergents, plus ou moins cacophoniques, et entre cette commission qui produit des tas de choses, qui fait beaucoup de bruit, qui fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, mais en vain, et l'autre côté des États qui essayent de bricoler des trucs ensemble, est-ce qu'à la fin, on peut sortir d'une cacophonie? Est-ce qu'à la fin, on peut trouver une direction qui puisse dire aux Européens qu'on n'est pas simplement ensemble, entre guillemets, contre quelque chose, mais pour quelque chose? Parce qu'en fait, là, on se pense toujours dans une logique contre. Mettons-nous ensemble contre les Chinois. Mettons-nous ensemble contre les Russes. Mettons-nous ensemble contre Donald Trump. Mettons-nous ensemble contre on ne sait pas qui, les Indiens. Mettons-nous ensemble contre Viktor Orban, même s'il fait partie de l'Union européenne. Mettons-nous ensemble contre les Turcs ou je sais pas, les Syriens ou j'en sais rien. Mais pourquoi on est ensemble alors? Juste pour être contre quelque chose? C'est tout. Et alors, et
quand on veut être vraiment très paresseux intellectuellement, ce qui est malheureusement le cas dans tout un discours européen qu'on peut entendre dans la presse, le projet européen. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça désigne quoi? Donc, je suis d'accord avec vous, effectivement. Peut-être l'erreur qui est la mienne, c'est d'accorder une importance énorme à cette agitation langagière de la Commission, et qu'en réalité, les États gardent la main. Oui, il y a cette tension, parce que la mère von der Leyen, elle voulait reprendre un peu la main pour cette espèce de fédéralisme. Sachant qu'il y a aussi un autre problème que je n'ai pas traité, et qui m'inquiète. C'est que quand l'Allemagne va mal, elle sait utiliser les institutions européennes en sa faveur contre les autres. Elle l'a fait à la fin des années 90 parce qu'elle était l'homme malade de l'Europe, comme on avait dit. La stratégie Schröder s'est faite contre nous allègrement et contre les Italiens, en avant, en veux-tu, en voilà. Je rappelle que l'agenda Hartz et compagnie, avant que, bien sûr, ça a concerné les Allemands, mais c'était contre nous. Je rappelle quand même qu'à la fin des années 90, même si ce n'est pas un objectif en soi, les excédents en matière de commerce extérieur, c'était nous, et l'Allemagne n'allait pas très bien à ce niveau-là. Maintenant, le modèle qu'a promu l'Allemagne, qui avait été sanctifié par la mère Merkel, c'est-à-dire on détourne, on n'est plus la France comme direction, on va voir du côté de la Chine, des Russes d'ailleurs, on fait une stratégie tout vers l'exportation, on attaque le nucléaire dans tous les sens, vive le gaz et compagnie. Bon, l'échec et la situation difficile de son automobile, ça va mal. Et donc, effectivement, dans quelle mesure von der Leyen ne va pas devenir pas simplement le bras armé d'un intérêt supposé européen, mais d'être mobilisé pour une Allemagne qui va mal et qui a besoin plus que jamais des institutions européennes, parce que nous, on a trop longtemps déserté ces institutions. On n'a pas été assez présents, nous, les Français, dans cette affaire. Donc, alors que les Allemands, à une époque, ils ont été là à tous les étages, dans tous les secteurs stratégiques, pour faire en sorte que l'Europe aille dans leur direction. Et comme le disait le regretté journaliste Jean-Michel Quatrepoint, si l'Allemagne a perdu la guerre, elle a gagné la paix. Bon. Donc, la formule a été plutôt bien réussie. Bon. Et donc, c'est ça aussi qui m'inquiète. C'est-à-dire, le jeu des États peut-il être coopératif vers quelque chose qui n'existe pas? Parce qu'il ne peut pas y avoir un intérêt européen. C'est-à-dire, ou sinon un intérêt à minima. Je veux dire, si on oublie la fâcherie de Trump qui a envie d'emmerder les Allemands, mais depuis le sortir de la guerre, elle aurait armement autorisé des Allemands. Les Allemands se sentent redevables à l'égard des États-Unis. Je veux dire, redevables. Alors, il n'y a que Trump qui arrive comme un chien dans un quai en disant... Ou Trump, enfin, je suis désolé, mais il se trompe sur la désindustrialisation américaine, il se trompe sur la situation... C'est parce que l'économie américaine s'est surfinanciarisée qu'il y a un problème de l'industrie américaine. C'est pas parce que les Chinois jouent mal ou les Allemands, c'est les gros méchants. C'est un élément du problème, mais là, il n'est pas le problème essentiel. Donc, par conséquent, je me dis, oui, je suis rassuré que les États reprennent en main, mais dans quelle direction? Est-ce que c'est un jeu à somme négative, ou ce que je gagne, je vais le faire au détriment de toi? Donc, en fait, on est dans les situations de l'à peu près qui est le pire. C'est-à-dire, on est dans un faux fédéralisme, et on n'est pas dans une complète reprise en main par les États. C'est-à-dire, comment aujourd'hui, nous, Français, par exemple, oublions Macron, oublions quelque chose, comment on peut repenser une politique économique active, avec une monnaie qui ne nous appartient plus, un budget encombré dans des négociations et des guerres picrocolines incompréhensibles, avec une politique commerciale sur laquelle on doit agir en sous-main parce que directement c'est plus nous, avec une politique de la concurrence qui est subordonnée aux droits de la concurrence européen, avec des capitaux qui circulent librement, avec une incapacité d'avoir une politique de change, et on dit avec tout ça, on va faire sauver les retraites, la sécurité sociale, la décarbonation, on va remettre des chars. Waouh! Si on arrive à faire ça, on est super fort, quoi. En fait, on veut 25 objectifs avec 3 outils. Et les 2 seuls outils qu'on utilise tout le temps et à mauvais escient, c'est le social et le fiscal. On fabrique des niches fiscales, on fait des exonérations. C'est tout ce qui reste. Donc avec tout ça, on veut décarboner, redonner du pouvoir d'achat, sauver la sécu, faire les retraites, avec 2 machins. Bah, ok, très bien, je veux bien savoir comment on fait ça, mais personnellement, non. Donc, en fait, ce qui est dysfonctionnel, c'est que rien de clair ne peut se dessiner. C'est-à-dire, on doit tout le temps doubler des stratégies. C'est-à-dire, elle s'agite, elle dit n'importe quoi, les autres doivent se réunir
pour combler. Et puis, cette capacité de l'Union européenne à créer des organismes qui prennent une vie et une importance sans qu'aucun texte leur donne. Le meilleur exemple de ça, c'était lors de la crise des dettes souveraines, quand tout le monde a découvert cette espèce d'organisme bizarroïde dont on ne savait pas quel était le fondement, l'Eurogroupe. L'Eurogroupe. Voilà ce machin, boum, qui sort. Et celui, on pourra aimer ou ne pas aimer, qui a raconté la folie de ce truc mieux que n'importe qui, c'est Varoufakis. Peu importe après Varoufakis ce qu'on peut en penser, il avait raison, il avait tort, mais quand il raconte de l'intérieur le truc, on se dit bienvenue chez les fous. Et mais tout ça, c'est du temps perdu, quoi. C'est du temps terriblement perdu. Et alors, ce qui me fait marrer chez les Européens, ils demandent patience aux populations. Alors, aux dernières heures, je ne pense pas qu'on vive jusqu'à 400 ans. Enfin, je n'ai pas eu d'informations dans cette direction. Enfin, on m'a échappé. Je sais que l'espérance de vie augmente, mais je ne vivrai pas, etc. Et que personne n'a la chance de rattraper Mathusalem ou Abraham. Hein. Je veux dire, on n'a aucune chance. Hein. C'est foutu. Ils seront toujours devant nous en termes d'espérance de vie. Donc, je l'ai dit plus longtemps que Mathusalem ou Abraham, même si on le souhaite, mais pas possible. Enfin, je pense que c'est pas hors de portée. Donc, patience, patience, patience. Bon, quand même, le truc d'être 50, si on prend ça comme point de départ, patience, patience, je veux bien, mais ça commence à devenir long, quoi. Donc voilà, donc si vous voulez, j'essaie de garder mon humour pour tout ça, je suis un peu pessimiste, mais je sais très bien que tous ces projets, la plupart d'entre eux vont finir à la poubelle, il y aura un énième rapport sur le rapport, et puis il y aura une prochaine commission qui fera la même chose. Mais entre-temps, il y a des réalités économiques brutales. On décroche en termes de niveau de vie. Il y a un appauvrissement relatif, évidemment, par rapport à d'autres zones du monde. On va très bien. Mais on voit bien ce qui se passe dans chacun des pays. Et puis aujourd'hui, comment les choses s'accélèrent. Je me souviens, en 2015, on discutait avec Fonesi, on va sortir, il y aura l'euro, etc. J'ai l'impression qu'on repart ensemble ici de Tsipras, de Varoufakis, je sais pas, j'ai l'impression de vous raconter la première croisade, quoi. Tellement ça semble loin, quoi. Alors que c'était il y a 10 ans, quoi. C'est-à-dire, tous ces personnages ont disparu, tout ça est mort. Qui se souvient encore en Espagne, Pablo Iglesias, tous ces... Enfin, on a l'impression que tous ces gens-là, je ne sais pas ce qu'ils font aujourd'hui, tout en train de discuter avec le populisme, la naissance d'un peuple, machin, je ne sais pas comment vous vous souvenez. Mais oui. Les discussions passionnantes avec Mais Chantal oui, Mouffe. Chantal Mouffe, oui. Évidemment. Qui se souvient de tous ces trucs-là extraordinaires où les gens se sont mis sur la gueule, oui, faire un peuple ou je ne sais pas quoi, et puis finalement tout ça, bah, je sais pas, j'espère que Chantal va bien, c'est tout ce que j'ai à lui dire. Mais voilà, mais il y a pas... Et tout ça est fini. Et je me souviens des discussions, les gens se crêpaient le chignon. Et je me souviens quand Salvini et compagnie, 5 étoiles, sont arrivés, on dit oh, ça y est, l'Italie va sortir. Non, c'est eux qui sont sortis. mais je veux dire, tout ça, ça fait... C'était le titre d'une pièce de Shakespeare, beaucoup de bruit pour rien. Voilà. Qui veut intervenir? C'est oui. Une question rapide parce que les rapports, livres verts dont vous avez parlé énoncent, alors il y a une part de constat, mais énoncent surtout des projets, voilà, des initiatives, etc. Et est-ce qu'il y a une littérature européenne, quelque part du Retex, où ils tirent un petit peu le bilan de leur propre plan, du plan de... Non, parce que, en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire, c'est une espèce de... Vous savez, en économie, on dit les marchés ne montent pas jusqu'au ciel. La littérature de la Commission européenne, oui, elle monte jusqu'au ciel. C'est le contraire des marchés. Et il n'y a pas l'explosion de la bulle actuelle après une spéculation intellectuelle fumeuse. Non, malheureusement. Et ce qui est marrant aussi, c'est parfois quand c'est les copier-coller. Hein, ça, c'est drôle. C'est quand il y a les recommandations du semestre européen. Parce qu'il y a eu le TSCG. Il y a le semestre européen. Et donc les recommandations aux États. Et une année, c'était très drôle parce qu'il y avait la recommandation à l'Espagne, au Portugal, et à la fin, sur les mesures, c'était exactement le même texte pour le Portugal que l'Espagne. Je me suis dit, merde, le type, il devait être dans son bureau en disant, oh merde alors, copier, coller, et puis voilà, hein, c'est bon. Chérie, je rentre à la maison, il est un peu tard, il est temps de rentrer. C'est la péninsule ibérique. Voilà, oh, Portugal, Barcelone, Lisbonne, ça sonne un peu pareil, on, bon, allez, hop, c'est les mêmes. Donc, portugais, espagnol, bon, qui peut les distinguer, ces braves gens, et hop, c'est les mêmes. Donc, et c'est amusant parce que ou parfois vous avez des rapports très inquiétants. Je me souviens en 2014, un rapport par le Parlement européen pour dire que,
par rapport à ce que faisait la Troïka. Il y avait des risques de conflit d'intérêts, la Commission, la Banque centrale. C'était très très alarmant. Et donc, je pense que ce rapport doit être dans un tiroir quelque part. Ça n'a aucun effet. Il y avait un rapport d'un groupe plutôt, on va dire, affilié plutôt socialiste gauche, que j'ai lu il y a une dizaine d'années, sur le bilan plutôt calamiteux de la libéralisation du transport, de l'électricité. J'avais lu ça. J'espère que les gens qui l'ont écrit vont bien. C'est tout. Par ça, c'est nous informer que ça n'allait pas bien. Et après, ce que j'aime bien, c'est que dans une espèce de presse, quand après il y a eu le problème avec le gaz, l'électricité, la cherté d'énergie, oui, mais alors la libéralisation. Oh, c'est bon. Et je crois que celui qui a la meilleure formule, et je lui en veux d'avoir trouvé, parce que j'aurais voulu la trouver, c'est Marcel Gauchet. Marcel Gauchet a dit une phrase, j'aurais rêvé de pouvoir la dire. Je suis très fâché contre lui parce que je ne l'ai pas trouvé, lui il l'a trouvé. Donc j'adore Marcel Gauchet, mais là j'étais très fâché parce que j'aurais voulu trouver cette formule. Et c'est lui, donc je vais le citer. Parlez d'Europe et vous viderez une salle. Et vous viderez une salle. Voilà. Et il dit effectivement. Et je pense que Marcel Gauchet a tristement raison. Parce que effectivement, globalement, si vous écrivez des livres sur l'Europe, vous parlez de l'Europe, vous êtes sûr que vous êtes condamné à l'échec total. Total, absolu. Je sais de quoi je parle. Eh oui. Je veux dire, après Omar m'a tué ER, l'Europe m'a tué ER. C'est la même chose. Voilà, je suis en sang à la cave et je mets l'Europe m'a tué ER. Voilà, et c'est fini. Et je me retrouve dans un mauvais état. Voilà. J'ai eu la drôle d'idée à 22 ans de m'intéresser à l'Europe. Ça m'a pas rendu riche. Ça, c'est sûr. Ça m'a brutalement appauvri. Mais bon, et encore, c'est pour cela que je reconnais une petite qualité à Emmanuel Macron, je vais vous le dire. Comme il aime bien une espèce de lyrisme à bon marché, des grandes formules vides, il adore ça. Et dans son discours à la Sorbonne, j'étais content de l'avoir lu parce que c'était très vide, c'était rempli de lyrisme, etc. Mais ça me changeait de ce que je venais de vous lire. Je me dis, au moins, il est sympa, il essaie de faire 2-3 métaphores, essaie de faire 2-3 références, il parle de Pessoa, je dis merci. Alors que là, de toute cette littérature, des catalyseurs, des machins, des sparadas, des expositoires, ou je sais pas quoi, c'était absolument épouvantable. Alors que lui, il faisait les fentes, oui, l'Europe, la marche dans Varsovie, ou je sais pas quoi, etc. Je dis, au moins, c'est un peu, c'est du pipeau, mais au moins... Voilà, je sais pas qui lui a écrit, c'était un normalien X ou Y qui a dû lui écrire le truc. C'était bien, moi ça me change. Alors qu'après je me disais, bon bah prends-toi les catalyseurs. Donc je me suis dit... Horizon. Voilà, horizon. Nous terminerons sur cet hommage à Emmanuel Macron. Merci. C'est rare à la nation. Frédéric, très rare, oui. Voilà. Tout arrive. Tout arrive. Merci beaucoup Frédéric. Ça m'a fait grand plaisir. Merci, c'était